Le livre audiovisuel d'Agnès Péchou, Qu'est-ce qu'une vie de femme qui découvre son éveil? Sur le plateau d'Équilibre Sport et Nature. Maintenant, place à l'histoire. Chapitre 1. Le non-sens. Je suis passé à côté de l'essentiel. Je suis Agnès et j'ai longtemps habité hors de mon corps, hors de ma maison qui est ici et je suis passée à côté de ma vie, je suis passée à côté de la femme que j'étais puisque je porte un sexe féminin. Je suis passée à côté, de la beauté de la nature, je suis passée à côté de la grandeur d'âme, de tout un tas d'êtres qui m'entouraient et aujourd'hui, je suis enfin dans mon corps. En tout cas, j'apprends à être dans mon corps encore plus et je kiffe ma vie là où, ma vie d'avant a été un long silence. Chapitre 2. Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Eh ben, c'est d'accompagner, les êtres vivants, les êtres humains sur leur chemin, en fait, leur retrouvaille avec eux-mêmes. Parce que du coup, je me suis retrouvée au travers de mon histoire et que je sais que c'est génial. Et de laisser la possibilité à chaque, âme, bah, de faire ce qu'elle a envie de faire dans ce corps. Donc ouais, ça, c'est ce qui m'anime aujourd'hui, de transmettre aussi toutes les prises de conscience que j'ai, spontanément, depuis, 2020 et qui a transformé radicalement ma vie. Donc ça, c'est très important pour moi de communiquer là-dessus. Chapitre 3. Mes valeurs personnelles et professionnelles. Le respect, l'encouragement, à devenir la meilleure version de soi-même, heu, la communication non violente, la bienveillance, le regard, qui, sans cesse s'élargit pour comprendre l'autre. Mais aussi, la communauté. C'est-à-dire que quand on fonctionne dans une société ou dans un réseau et que ce soit entre êtres humains, nature, animaux, plusieurs espèces en fait, ben, il y a cette logique de communauté et d'interaction entre chacun des membres de la communauté. Et donc ça fait partie du respect, mais plus élargi, quoi. Chapitre 4. Je pensais que la perfection amenait la sécurité. Qui répondent vraiment aux attentes des uns et des autres pour, quelque part en étant irréprochable, on ne peut pas reprocher donc quoi que ce soit et on ne peut pas la mettre en défaut et surtout on lui fout la paix. J'avais envie qu'on me foute la paix donc je me disais et je me dis, parfois encore: «Si je respecte bien les choses, on va me laisser tranquille». Pas envie de déplaire à mes parents, j'avais pas envie qu'on me crie dessus, j'avais peur de la colère donc je voulais bien faire les choses et quelque part, je me vois quand j'étais enfant comme une petite fille un peu paralysée. C'est-à-dire, tellement d'envie de bien faire, pour ne pas être mis en défaut ou que la colère ne s'abatte pas sur elle, qu'au fond je jouais mais, dans un cadre. Je ne dépassais pas les limites et j'essayais, de pas faire de vagues pour que et mon père et ma mère, heu aient un climat sécurisant pour moi. Et puis dans la logique, ben, de cadre et de bien faire les choses, bah, j'ai fait des études supérieures, c'était important pour moi, de m'en sortir financièrement. Donc je me disais avec, les études supérieures, au moins j'aurais un salaire convenable et comme une revanche aussi quelque part peut-être sur mon enfance où j'ai pas pu exprimer qui j'étais. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai suivi ce parcours professionnel que je pense beaucoup suivent parce que les parents poussent à faire des études et donc du coup, j'ai eu un bac+5 avec un diplôme qui me permettait, de travailler dans l'industrie et donc j'ai travaillé, en tant que responsable qualité sécurité environnement pendant quelques années, puis ingénieur environnement les 5 dernières années, avant ma reconversion professionnelle. Chapitre 5. Ma vie de couple, de femme. On a eu 2 enfants en 2010 et 2013, donc ils ont 12 et 15 ans aujourd'hui, 2 garçons. Mais on n'avait pas la vision, une vision en tout cas de la vie, conjointe. Sur certaines choses si, mais sur tant d'autres non. En fait, moi tout était très intuitif, je me rends compte aujourd'hui, alors que lui tout était plus analytique. Ce qui m'a sans doute sécurisée par rapport à mon histoire de l'enfance où j'avais besoin de quelque chose de sécurisant. Mais en fait, plus les années passaient, plus j'avais l'impression, bah, d'étouffer, en fait et que plus je faisais des efforts à être la femme parfaite dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, ben, en fait, moi, je recevais c'était beaucoup d'efforts pour un retour, faible. On a beau se répéter mentalement que, bah, oui, c'est la vie parfaite, enfin, de quoi tu te plains Agnès? Continue, avance, enfin, regarde, tu vois, autour de toi, c'est la même chose. Donc tu réussis plutôt ta vie. Mais à l'intérieur de mon cœur, en fait, quand j'écoutais bien, j'étais triste et je me sentais très seule et je me sentais, non comprise. Vraiment, c'est ça, dans mon ex-couple, je vais dire ça comme ça, c'était la non compréhension de mes besoins, de mes valeurs,
Parce qu'à la naissance de mon deuxième enfant, donc en 2013, je me suis posé la question, enfin plutôt 1 an ou 2 ans après, même 1 an je dirais après, soit je refais un enfant et dans le coup je continue quelque part je remets une pièce dans la machine, mais je continue à m'épanouir parce qu'au travers de l'enfant, finalement d'accompagner un enfant, bah, je trouvais ça génial. Je me sentais vibratoirement comprise avec mes enfants dans le sens où j'étais émerveillée de les voir grandir, pouvoir évoluer dans un contexte qui j'essayais être en sécurité, de les mettre en sécurité. Je trouvais en fait la magie de l'enfant, je trouve ça génial. Donc je me nourrissais, je pense qu'on peut dire ça, au travers de ce rôle de la maternité et donc du coup, à ce moment-là, j'ai eu cette idée, c'est, bah, soit je continue et du coup, un troisième enfant, soit du coup, il va falloir du renouveau dans ma vie et de couple et professionnelle. Mon ex-mari n'a pas souhaité de troisième enfant. Alors justement, j'ai une question. Est-ce que ce troisième enfant n'aurait Ouais. été pas là pour sauver ton couple? Mais peut-être aussi, je ne sais pas, j'ai pas la réponse. En tout cas, il est certain, c'est qu'on prenait 2 voies différentes, professionnellement, au niveau des valeurs. Quand on se rencontre tôt, quand 2 êtres se rencontrent tôt, ce qui était mon cas à 18 ans, ben, on a le choix soit de grandir ensemble, soit de grandir de manière, et ben, comme on peut en fait, et moi j'avais vraiment l'envie de donner le meilleur de moi-même à mes enfants. Je dis pas que c'était pas la même chose chez mon ex-mari, mais ça se présentait différemment et lui, c'était surtout au niveau de la réussite professionnelle et financière, quand moi, c'était au niveau de la réussite du cœur. Donc forcément, on avait 2 voies, différentes, et des apprentissages sans doute, différents. Quoi qu'il en soit, ce troisième enfant, ce projet de troisième enfant a été refermé, ce qui a été vraiment un deuil, je pense, pour moi à faire et puis après les autres projets que j'ai pu proposer n'ont pas non plus, abouti. Heu et je me sentais encore une fois, seule, mais cette fois-ci, c'est comme si cette solitude et cette incompréhension prenaient encore plus de place. Parce que je voyais pas de sens. Si du coup on me fermait la porte de la maternité, je me disais: «Beh, mais en fait, qu'est-ce qui me reste?» Et donc du coup, effectivement, la partie femme en moi, c'est-à-dire, heu l'accueil sensuel de qui je pouvais être, mes besoins en fait, mes besoins en tant que femme, bah, finalement, je me rendais compte que je les avais pas trop écoutés. C'est-à-dire que je suis passée du monde de l'enfance au monde du couple, ben, vite puisque finalement j'ai rencontré mon ex-mari à 18 ans et que j'ai pas eu cette opportunité, que je pense qui se passe à l'adolescence, de flirt, de voir les contours de son corps, de jouer avec son corps. Ça, je ne l'ai pas fait et maintenant avec, bah, l'âge que j'ai et l'expérience que j'ai, je me rends compte que simplement j'avais peur aussi d'habiter mon corps et qu'il y a eu des abus dans ma lignée maternelle. Je pense aussi dans la lignée paternelle, au fond, des abus, c'est assez courant malheureusement, qui font que j'ai préféré la sécurité de me dire: «Bah, je rencontre quelqu'un et je crée une famille, ça c'est sûr». Donc voilà, je n'avais pas, exploré la féminité chez moi, tout simplement. Sixième chapitre, le changement, le développement personnel. Développement personnel, ça veut dire l'écoute de soi, ça veut dire reconnaître aussi les parties blessées en soi et ça veut dire y mettre, du sens, y mettre, de l'amour-propre aussi pour continuer, de s'épanouir à la vie. Je pense que pour moi, le développement personnel, c'est un épanouissement à la vie, tout simplement. Chez moi, ça a commencé d'abord toute seule parce que comme, dans mon couple, voilà, ça n'allait pas, en tout cas, j'étais pas comprise là-dessus, bah, je l'ai fait en sous-marin, voilà, tout simplement. Donc j'ai lu beaucoup de livres, notamment Conversation avec Dieu, qui, m'a apporté beaucoup. Il se fait en plus en plusieurs tomes et en fait, je me rendais compte que ce qui était écrit sur le papier, c'était ce que je vivais là et donc là où je croyais que mon monde intérieur n'avait pas de raison d'être, parce que dans l'enfance, il avait été ignoré, j'ai été moquée, hein, on va dire ça comme ça. Hem et puis, dans mon couple, oui, c'était pas ça, c'était la raison tout le temps, la raison. Mais moi, je ne suis pas un être de raison visiblement. Donc du coup, bah, là, je me retrouvais au travers de Céline et je me disais: «Ah mais je commence à comprendre en fait, d'autres personnes que moi, comprennent des choses, ici et avec l'intuition et c'est possible en fait de vivre comme ça». Et puis j'ai lu aussi des livres sur les défunts et du coup, ça a mis du sens sur des expériences que j'avais traversées, quand j'étais plus jeune. Par exemple, la paralysie du sommeil, heu, on va dire des maisons hantées, des choses comme ça que j'ai pu, vraiment vivre et auxquelles j'avais, fermé la porte parce que ça fait flipper. J'avais peur de ça en vrai. C'est l'inconnu, c'est tellement grand.
Parce que Mm. si on part du principe qu'on vit dans un monde de matière, OK, il y a des règles, il y a des cases à cocher, on vit selon les normes de la société, mais dès qu'on ouvre et qu'on se dit: «Attends, il y a un autre monde qui existe derrière». Mais là, ça commence à devenir, un peu angoissant parce que du coup, qui régit ces règles-là? Et comment faire pour lier les 2? Et ça suscite tellement de questions. L'immensité et le vide, en fait, me faisaient peur. Chapitre 7. L'éveil, la renaissance. Dans ma famille, ma grande-tante, mon arrière-grande-tante, je vais dire ça comme ça, avait du magnétisme, donc niveau paternel, donc ça, c'était quelque chose, auquel, on était OK. Donc je me suis dit: «Bah, peut-être que moi aussi j'ai ça finalement et je vais me former au Reiki, pour, pour utiliser, on va dire, ce don», parce qu'à l'époque, je croyais que c'était un don qui était réservé à certains. Quand j'ai fait dès le premier niveau Reiki, en fait, il y a une initiation qui a lieu, donc du coup, en gros, le canal de lumière s'ouvre. Sauf que, chez moi, dès en rentrant, à la maison, alors autant j'ai pas parlé de ça, mais dans la période où je lisais des livres, je faisais aussi de la méditation et je pouvais sentir, on appelle ça le clair ressenti, de l'énergie sous mes mains. Mais donc c'est pour ça, moi je me disais: «C'est du magnétisme, donc je vais faire une formation Reiki». Sauf qu'après cette formation, 1er degré Reiki, ah là là, mais c'était, ça s'est ouvert de manière exponentielle, c'est-à-dire que mon corps, c'était plus que sentir de l'énergie. Mon corps bougeait tout seul. C'est-à-dire que mon âme clairement prenait le relais, mon corps prenait le relais et que ma tête ne pouvait plus, comment dire? Arrêter ce processus qui était là et je faisais vraiment, par exemple sous la douche, tout un tas de gestes. Alors au départ ça m'épanouissait dans le sens ça m'émerveillait, c'est ça le terme. Je me disais: «Mais c'est un truc de ouf quoi. Comment mon corps il peut bouger tout seul?» Ça c'est vraiment, personne personne me l'a dit. D'ailleurs je ne sais même pas si c'est possible. Donc et visiblement je le vivais. Donc je gardais ça pour moi parce que je me disais: «Ça va en fait je suis pas sûre d'être entendue. Je vais vraiment passer pour une folle». Déjà que je trouve qu'il s'est passé des choses dans ma vie qui peuvent me faire passer pour une folle, donc voilà. Donc je gardais ça pour moi, j'en parlais surtout pas, dans mon foyer, jusqu'à un moment donné où ça prenne plus d'ampleur, c'est-à-dire que j'avais vraiment le besoin de m'allonger au sol et de faire de la respiration ventrale. Je n'avais jamais fait de cours de yoga, ni fait de je ne sais plus comment on appelle ça, des mudras, je crois, avec les mains. Ouais. Toute la partie, pardon, connaissance, sagesse indienne, sagesse bouddhiste, tout ça, mais moi je j'étais pas du tout là-dedans, en fait, hein. Et donc tout revenait au travers de mon corps parce que quand je retournais au boulot, parce que ça c'était le matin, par exemple, mon corps faisait des exercices tout seul. Je retournais au boulot, mais qu'est-ce que je faisais? J'allais chercher sur internet: «Mais attends, c'est quoi ces postures?» Mais je trouvais que c'était réel. En fait, ce que je trouvais sur internet, c'était ce que je faisais et je me disais: «Mais c'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Comment mon corps peut mettre en mouvement une sagesse qui visiblement n'a pas d'âge, alors que ma tête ne le connaît pas, quoi. Comment est-ce possible? Donc à la fois ça m'émerveillait, mais à la fois ça commençait vraiment à me faire flipper parce que ça prenait de l'ampleur, beaucoup d'ampleur dans ma Mm. vie et je me disais: «Je peux plus le cacher là». Donc donc voilà, dans mon couple, ça créait des soucis. Parce que du coup, bah, il y avait une incompréhension, comme je pouvais pas expliquer ou quand j'expliquais, bah, clairement, je voyais dans les yeux de mon ancien conjoint que j'étais folle, quoi. Donc je me disais: «Bah, OK, cette porte-là, je peux pas c'est pas là-dessus que je vais, être rassurée». Donc du coup, je me suis tournée vers, la thérapeute qui m'a formée au Reiki, qui aujourd'hui est devenue une amie. J'ai dit: «Mais là, ça dépasse l'entendement. Enfin, est-ce que tous les stagiaires font ça? Parce que là, c'est pas possible». Et donc elle qui a toujours été dans cet éveil, qui a toujours entendu, des voix, enfin, qui a toujours été connectée, je veux dire ça comme ça. Ouais. Et bah, du coup, elle me disait: «Non mais attends, c'est tout à fait normal, c'est ton corps qui reprend, simplement ce pourquoi il est fait. Donc laisse faire, c'est génial Agnès, c'est génial. Tu es une belle âme, tu vibres l'amour, mais vas-y lâche les freins». Ouais, mais moi, dans mon monde conventionnel et normé, parce que j'étais encore dans ces audits, par rapport à la norme ISO, tout ça, mais je me disais: «Ben, enfin, comment faire coexister ces 2 mondes? C'est pas possible». Et puis, ça c'était, une ou 2 journées après, donc cette formation Reiki, mais une semaine et demie après, je commençais à entendre. Donc là, je me suis dit: «Beh, alors là, non seulement le corps, OK, ça c'était marrant et en plus ça venait m'apaiser, ça va, mais là maintenant j'entends. Donc c'est donc ça être médium!» Vraiment ça a tout a explosé en moi. Aussi bien le clair ressenti que le clair, la clairaudience et puis au fur et à mesure la clairvoyance aussi. Et là ça m'a complètement, fait peur. Donc j'ai été accompagnée, par plusieurs thérapeutes, donc cette personne qui m'a ouverte au Reiki, mais aussi mon compagnon actuel qui donc est thérapeute et qui m'a aidée en fait au début avant qu'on se mette en couple à accueillir, ce qui se passait en moi et ce qui était une révolution.
une révolution de toute la conception que j'avais de la vie. Et quelque part, même si je pressentais qu'il y avait un sens plus profond, j'étais pas du tout prête à l'accueillir en moi, parce que ça me faisait peur. Et parce que du coup, derrière, ça a remonté des mémoires de folie, ça a remonté plein de choses. On va parler de la partie karmique, en fait, le Mmh. transgénérationnel aussi. En fait, toutes ces mémoires que je lisais dans des livres ou que je pouvais simplement parler après avec d'autres thérapeutes, mais en fait, là, ça commençait à arriver tout seul, quoi. Je voyais des images. Et donc, j'ai pas eu le choix que de me rendre compte que dans toute ma vie, je fuyais mon corps. 8e chapitre, mon expérience de mort imminente. Parce que du coup, quand ce canal, on va dire toute ma chaîne de centre énergétique s'est ouvert et que ici, le bouchon s'est ouvert, je n'avais qu'une idée en tête. En fait, mon âme n'avait qu'une idée en tête, c'était remonter. Je voulais terminer l'incarnation. Donc, en 2021, j'amorçais mon divorce. Je commençais à me dire, OK, mon boulot, je vais devoir le quitter. Sauf qu'en fait, mon âme a tout pris en main. C'est comme si elle avait tout packagé pour moi. Et j'ai fait un burn-out. En fait, je me suis écroulée quand j'ai déménagé de mon ancienne maison, quand j'ai quitté mon ex-mari, en fait. Tout, tout s'est effondré, en fait. Là, j'ai bien vu que tous les efforts que j'ai faits pour rester dans mon corps, ça ne servait à rien. Toute mon énergie fuyait de mon corps. Et donc, au déménagement, ça a été... j'ai cru mourir. Voilà, clairement. Je ne sais pas si c'est une expérience de mort imminente que j'ai vécue. Je ne pourrais pas dire. Je pense que c'est très personnel et unique ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais en tout cas, j'ai vraiment eu la sensation que toute mon énergie vitale me quittait. Et j'ai lutté parce que je me suis dit, j'ai 2 enfants, je ne peux pas les laisser. En fait, encore une fois, ce qui me raccrochait à la vie, c'était la maternité. C'est ça qui était incroyable. C'était même pas le goût de la vie sur Terre, le goût par exemple, je ne sais pas moi, de mes amis ou de ma famille, c'est-à-dire mes parents, mes frères et sœurs. Non, c'était que mes enfants. Je me disais, je ne peux pas les laisser dans ce monde de brut. En fait, je ne peux pas les laisser sans repère stable dans ce monde de brut. En gros, c'était ma croyance de l'époque. Mais c'était tellement fort, ce déracinement-là de mon corps, que je me suis dit, OK, je lâche l'affaire, je lâche prise. S'il y a quelque chose de plus grand, s'il y a quelque chose en moi qui sait, et puis j'entendais à l'époque déjà clairement mes guides, je me suis dit, je leur fais confiance, allez, tant pis. Mes enfants, j'ai confiance en eux, ils arriveront à se débrouiller sans moi. Et à partir du moment où je me suis dit ça, je suis revenue dans mon corps, mais par contre, c'est comme si l'espace-temps s'était déployé et qu'il y avait comme une espèce de grand silence, alors que les pompiers étaient là, hein, parce que j'étais complètement en malaise. Hein, et mes amis qui m'aidaient à déménager étaient aussi choqués. Et moi, c'était comme si j'étais juste dans ce silence-là, où il n'y a plus qu'une espèce de particules, que des particules qui sont là et qui sont juste posées. Et j'ai juste entendu, maintenant tu sais, à toi de choisir. Et tout s'est arrêté, et du coup, je suis partie à l'hôpital, mais finalement, mon rythme cardiaque était revenu normal, tout allait bien. Mais par contre, j'ai été arrêtée définitivement au niveau de mon boulot, donc j'ai été déclarée en burn-out. Chapitre 9, mon activité, accompagnement en canal thérapie. J'en ai fait mon activité aujourd'hui, ce qui m'a valu quelques années d'acceptation. Parce que dans mon chemin, comme tout s'est fait, comme tout a été pris en charge par mon âme, j'ai eu l'impression, mon mental a eu l'impression de ne plus rien maîtriser. D'ailleurs, c'était le cas, hein. Je ne maîtrisais plus rien. Donc, c'était dur à avaler pour moi, le fait que je ne retournerais pas au boulot, que je ne pourrais pas dire au revoir à mes collègues comme il fallait. Et quelque part, la loose, quoi. Je veux dire, la loose, j'ai été du coup licenciée pour inaptitude. Pour moi, c'était inadmissible. Donc, quand je parlais à mes guides, je disais, mais vous voyez ce que ça fait dans mon ego, en fait. Vous comprenez ce que ça fait dans mon ego. Ça veut dire que là, je n'ai plus de valeur dans la société actuelle sur la Terre. Je disais, non, mais c'est pas grave, Agnès, continue ta route, tu vas voir, il y a vachement mieux pour toi. Donc, j'entendais ça. Mais j'avais ce conflit avec ma personnalité, finalement, mon ego, qui a eu envie pendant toute sa vie de contrôler, de maîtriser. Et malheureusement, je me rendais bien compte qui a étouffé la femme que j'étais. Alors aujourd'hui, j'accompagne les personnes, donc ça peut être adultes, femmes ou hommes. J'ai beaucoup de femmes, parce qu'on aborde la notion d'abus que j'ai pu côtoyer dans ma vie, mais aussi les enfants, pour les apprendre, enfin en tout cas les accueillir
dans tout le miracle intérieur qu'ils sont. Parce que bien souvent, quand on est parent, donc on est démunis face aux crises, aux émotions, etc., etc. Et en fait, je me rends compte que nos enfants, ils sont super connectés. Et donc, du coup, en les accueillant en séance, comme quand j'accueille les adultes, finalement, on vient travailler l'enfant intérieur et c'est accepter l'incarnation, accepter la grandeur d'âme que nous sommes et que nous venons faire vibrer dans la matière. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de chance parce que je vois la structure énergétique, j'entends clairement, je parle à l'inconscient, j'entends l'âme, mais j'entends aussi les défunts, j'entends des guides sur plusieurs plans, j'entends aussi des êtres stellaires. Donc, du coup, on va dire dans la gamme de fréquences avec laquelle je m'exprime quand je reçois en séance, elle est large et du coup, on va au but à chaque fois. Donc, ça se fait en thérapie, c'est quand même plus aisé d'accompagner une personne sur le long terme parce que du coup, on va vraiment au cœur de ces problématiques. Même si je pense que le travail avec d'autres thérapeutes est aussi complémentaire, parce que personne n'a la vérité, c'est vraiment un travail d'équipe, hein. On va chercher leur connaissance aussi, parce que je me rends compte que tout ce qu'on en est, on connaît plein de choses. Et c'est fini l'ère où on devait raisonner par le mental pour poser cette sécurité de la maîtrise mentale, voilà. Maintenant, c'est accepter qu'on est en sécurité dans notre nous, en fait, et que ça dépasse parfois l'entendement, mais que notre âme, elle sait faire plein de choses. Et qu'on a décidé de venir réveiller quelque part les humains de la Terre. Il y en a plein des personnes comme ça. Donc, je reçois aussi des thérapeutes en séance qui ont envie de continuer d'ouvrir leur canal ou qui ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que l'aventure humaine est de manière là, est enfin, je ne sais pas comment dire, c'est comme si on était lancé sur un grand chemin qui va très vite, et du coup, parce que ce sont des prises de conscience collectives, et que la pensée est créatrice, donc du coup, plus on ouvre au collectif, plus les gens éveillent leur canal, ce qui était mon cas, et je suis loin d'être la seule en 2020, bah plus du coup, ça s'accélère, cette ouverture, plus toutes les âmes qui sont autour, elles font « Ah, mais qu'est-ce qu'il il a réussi, bah pourquoi pas moi? Elle a réussi, bah pourquoi pas moi ?» Et c'est ça, en fait, c'est ça la magie, tout simplement. C'est l'âme qui, à force de côtoyer d'autres âmes qui s'éveillent, finissent par dire « Mais attends, mais pourquoi pas moi aussi? En fait, c'est possible. J'ai plus de raison de rester dans ma grotte. » Chapitre 10. Mon mot de la fin de ce premier tome de l'histoire de ma vie. Aimez-vous pour ce que vous êtes réellement. Allez chercher ce qui vous épanouit, vos besoins vraiment profonds. Allez voir votre lumière, allez voir vos ombres, parce que finalement tout coexiste. Et surtout, ne doutez plus de votre capacité à vous renouveler à chaque instant. J'en suis la preuve vivante, je suis partie d'un monde très carré et très conventionnel à quelque chose qui dépasse l'entendement pour pour ma famille, par exemple. Et pour autant, qui ne m'a jamais autant épanouie. Et pour autant, je suis enfin dans mon corps. Et je vous invite à tous kiffer, être dans votre corps, sentir cette énergie de vie qui vous anime. Et vous dire « yes, je suis à ma place ». Parce qu'en fond, souvent on cherche notre place, mais notre place, elle est où ? À l'intérieur de nous. Et après, qu'importe où on va, si on est à l'intérieur de nous, on est à notre place. Merci beaucoup Agnès. Avec plaisir. Merci pour votre écoute du livre audiovisuel d'Agnès Péchou, réalisé par Équilibre Sport et Nature Productions, interview Johan Dio.